J'accueille sur ce plateau deux députés. Sandra Motin, bonjour. Vous êtes députée La République En Marche de l'Isère et vice-présidente de l'Assemblée. Bienvenue à vous. Face à vous, Philippe Vigier. Bonjour. Vous êtes député Les Constructifs d'Eure-et-Loir. Bienvenue à vous. Et on va commencer ensemble ce débat avec cette question d'actualité sur le harcèlement sexuel. Après les révélations à la fin de l'Omerta autour du comportement du producteur américain Harvey Weinstein et le succès de l'appel sur Twitter ce week-end Balance ton porc. Le gouvernement prépare un projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles. Une femme sur 5 aurait subi une forme de harcèlement. Est-il temps de lutter contre les violences sexuelles? Faut-il verbaliser, Sandra Motin, le harcèlement de rue aujourd'hui? Alors d'abord, je tenais à juste repréciser une chose, c'est qu'en fait, ce sujet, on s'en est emparé avant que cette affaire ne sorte, puisque Marlène Schiappa avait mis en place déjà un groupe de travail pour commencer à réfléchir justement sur ce harcèlement de rue et ce harcèlement qui, on le sait, intervient dans quasiment la vie de toutes les femmes qui vivent en milieu urbain et qui prennent des transports. Donc on était déjà au travail, ça ne fait que mettre en lumière effectivement quelque chose qu'il est important de nommer aujourd'hui, je pense. Et oui, je crois que la verbalisation sur des flagrants délits de ce type d'agression est une des réponses qu'on doit apporter. Enfin, une baisse de la tolérance envers ces comportements, Philippe Vigier. C'est pas nouveau. Je rappelle Yvette Roudy, qui était une ministre socialiste, qui avait lancé un grand chantier, et droite ou gauche, tous les gouvernements successifs ont dit qu'il fallait enfin avancer. Et là, bon, c'est un nouveau cap qui va être franchi. C'est vrai que cette révélation est inacceptable. Moi, tout type de violence sexuelle, bien sûr, et tous les autres types de violences. Et je pense aussi aux enfants. J'ai des cas particuliers en tête. On ne doit rien laisser passer. C'est le vivre ensemble. Et je ne voudrais pas que ce soit une loi par réaction. Ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait un peu de construction. Je m'explique. Je crois que ça serait bien que toutes les intelligences, toutes les sensibilités soient réunies autour d'une table. Et qu'on se dise, voilà les constats, voilà ce que l'on peut faire ensemble, et voilà comment, derrière, on se met des outils pour fonctionner. Je ne voudrais pas qu'on légifère et que derrière, on voit quoi? Qu'on a écrit une loi et qu'après, elle soit quelque part un peu inapplicable. Il faut que l'on ait un outil efficace. Et puis enfin, je voudrais dire une chose, pour les femmes, mais pas que les femmes, tous ceux qui sont victimes de violences sexuelles, femmes ou hommes, parce que n'oublions pas, ça fonctionne dans les deux sens. Ces numéros verts, ces numéros d'écoute, parce que c'est difficile pour ces gens, peut-être c'est ma déformation professionnelle qui me fait dire cela. Toutes ces personnes qui ont vécu ce tel choc psychologique n'osent pas aller se confier, n'osent pas aller voir un gendarme, n'osent pas aller voir une assistante sociale ou parler même à leur famille. Car des lois existent et pourtant, ces comportements, eux aussi, existent toujours. La journaliste Sandra Muller a lancé sur le réseau social Twitter un hashtag Balance ton porc afin que les victimes de harcèlement sexuel, notamment au travail, dénoncent leur harceleur. On va l'écouter. L'utilité, c'est pour ceux qui les écrivent. Ça leur permet de parler, de faire un premier pas. Après, une fois qu'elles en parlent, qu'elles mettent au moins la fonction, elles peuvent réfléchir, voir les autres réactions et se dire peut-être qu'on va faire un autre pas et peut-être on va aller au commissariat ou peut-être pas. On a une secrétaire d'État qui va déposer une loi sur le harcèlement dans la rue, justement. Moi, j'aimerais bien, sans l'avoir fait exprès, que peut-être il y ait un durcissement dans les entreprises. Alors justement, ce sera l'objet d'une question au gouvernement cet après-midi. Valérie Brochard, vous êtes en direct avec Sophie Oconi, députée Les Constructifs d'Indre-et-Loire. Oui, absolument. Marion, Sophie Oconi, bonjour. Vous réagissez à la vague de témoignages que l'on peut lire sur Twitter avec le mot-clé « Balance ton porc ». Marlène Schiappa proposera une loi dès 2018 sur le harcèlement de rue. Nicole Belloubet souhaite qualifier un nouveau délit, celui d'outrage sexiste. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous allez préciser votre question exactement tout à l'heure au gouvernement? Alors c'est tout l'objet. L'objet, c'est d'arriver à définir ce qu'est le harcèlement de rue, à voir comment nous allons le verbaliser, par qui et quelle sera la sanction pour être suffisamment dissuasive, mais aussi de la pédagogie, c'est-à-dire éduquer nos enfants, leur rappeler les règles de notre société qui est le consentement. On ne peut pas avoir d'échange verbal, on ne peut pas avoir d'échange tactile et d'échange plus intime avec l'autre s'il n'est pas consentant. Le consentement. Et le harcèlement de rue, ça commence par ça. Donc l'objectif, c'est de
définir, verbaliser, voir comment verbaliser, sanctionner et la pédagogie, l'éducation. Et ça pour au plus tard mi-2018. Merci beaucoup Sophie Oconi. Merci. Merci à vous Valérie. Alors Sandra Motin, vous l'avez entendu, la ministre de la Justice avance l'idée d'un nouveau délit d'outrage sexiste qui donnerait lieu à une contravention. Est-ce un premier pas pour lutter contre le harcèlement de rue ? C'est un premier pas. Je dois dire quand même que dans le projet de loi que nous allons porter, il n'y aura pas que cette partie du harcèlement de rue. Monsieur Vigier le disait à juste titre. Il y a aussi d'autres problématiques, notamment celles qui touchent les enfants et avec la question du consentement. Et celle-là aussi, nous allons l'aborder. Tout comme d'ailleurs celle de la prescription, puisque Sandra Muller le disait, le problème c'est aussi de pouvoir faire le premier pas, de libérer sa parole. Faut-il passer de 20 ans à 30 ans de prescription notamment ? C'est aujourd'hui ce sur quoi nous réfléchissons, effectivement. Et je pense que ce serait un bon signal aussi envoyé à tous ceux qui ont été victimes. Et là encore, je rejoins Monsieur Vigier, ça ne concerne pas que des femmes, ça peut aussi concerner des hommes. Quant au délit de harcèlement de rue, il s'inscrit aussi dans notre politique de police de sécurité quotidienne qui doit aussi être formée. Ça veut dire que pour y arriver et pour qu'on arrive vraiment à faire en sorte que ce type de délit puisse être constaté par nos forces de police, il va falloir que ça se fasse dans un cadre et surtout il va falloir les former. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, l'un des premiers freins justement pour les femmes, pour aller parler pour les femmes, pardon, ou pour les hommes, pour aller parler de ces agressions, c'est la démarche d'aller vers un agent de police et la peur d'être jugé ou de ne pas être entendu. Donc ça va aussi nécessiter un changement à la fois de mentalité dans la société pour reconnaître effectivement qu'on peut être harcelé ou qu'on peut être victime et pas uniquement avec des attouchements. Ça peut être aussi du harcèlement moral ou du harcèlement par téléphone ou par mail. Ça existe aussi. Mais il va aussi falloir qu'on forme nos forces de police pour ça. Formation des forces de police, des personnels judiciaires également. Et éducation dès le plus jeune âge des enfants. À ce qu'est le harcèlement aujourd'hui, Philippe Vigier, n'y a-t-il pas là un nœud aussi qui n'a pas été évoqué jusqu'à présent ? Écoutez, moi je l'ai évoqué tout à l'heure. Je l'ai évoqué parce que mon expérience de mère m'a mis en contact avec des familles dont les enfants avaient été victimes de harcèlement. Et là, je peux vous dire que la loi, elle est loin. Et l'application, elle est loin. Pour qu'il y ait des mesures d'éloignement, pour qu'on interdise à des délinquants d'aller à côté des collèges, des lycées ou des écoles. Et là, c'est très difficile. Donc j'entends bien l'idée qu'il faut un délit sexiste de rue, très bien. Mais après, c'est l'applicabilité, ce que je disais tout à l'heure. Il ne faut pas qu'on tombe dans des multiplications de procédures et des choses. Je veux quelque chose vraiment d'efficace. Je l'ai dit tout à l'heure, et j'insiste parce qu'on vient de le dire tous les deux, d'abord des lieux d'écoute, parce qu'on ne peut pas garder des secrets comme ça pendant 5, 10, 15 ou 20 ans. Et sur le problème de prescription, moi je suis d'accord pour faire en sorte que le délai de prescription s'allonge. Passer de 20 à 30 ans ? Passer de 20 à 30 ans, ça me va très très bien. Et d'ailleurs, je vais peut-être vous choquer, mais tous les obsédés sexuels, il y a des castrations chimiques et on peut les mettre en place. Et soyons un peu efficaces en la matière. Il faut revoir la grille des sanctions. Je ne pourrais pas supporter une seule seconde, moi qui ai la chance d'être grand-père, qu'on touche à ma petite fille. Parce qu'il y a des choses que l'on doit faire et qu'on ne peut pas laisser passer. Et on sait très bien qu'il y a des établissements spécialisés dans lesquels il y a des choses qui se passent. Donc il ne faut là-dessus rien laisser passer. Puis après, sur ce qui se passe dans les rues, la formation des personnels, bien sûr, de forces de l'ordre, de gendarmerie, des polices. J'aime bien l'affaire de la contravention. Je vais vous dire pourquoi. C'est du sonnant et trébuchant. On fait une bêtise, on paye. C'est la notion de réparation immédiate. Quand vous prenez une contravention en voiture, vous payez tout de suite. Vous payez moins cher, sinon vous payez un mois plus tard, vous payez 3 fois plus cher. Mais il n'y a pas de raison que c'est une forme, malheureusement, prendre le porte-monnaie, d'ailleurs c'est comme tous ceux qui ne déclarent pas tous leurs impôts, moi je suis favorable à ce qu'on les taxe assez rapidement, et que quelque part c'est aussi la justice anglo-saxonne qui nous explique tout cela. On reconnaît à la barre du tribunal qu'on a fait une faute, non pas qu'elle soit pardonnée, mais la sanction est moins forte. Et je rappelle donc qu'une concertation est en cours pour une loi début 2018, avril 2018. On va passer aujourd'hui donc à la journée du refus de la misère dans le monde. À cette occasion, Emmanuel Macron lance une grande consultation sur la lutte contre la pauvreté. Principale cible, la pauvreté des enfants. Elle est de 20%. 3 millions d'entre eux vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Ludovic Faux, vous êtes avec Marc Fesneau, le président du groupe Modem, député du Loir-et-Cher, qui va interpeller le gouvernement sur cette lutte justement contre la pauvreté.
Oui, alors Marc Fesneau, avec vous, on va parler du budget d'abord. Vous allez proposer au cours des débats budgétaires une proposition de réforme de l'impôt sur la fortune alternative à celle préparée par le gouvernement. Concrètement, quelle est la différence entre votre proposition de réforme et le projet du gouvernement ? Elle n'est pas alternative dans ses principes, puisque l'objectif, c'est de faire en sorte que ceux qui ont de l'argent puissent le réinvestir dans l'économie dite économie réelle. Simplement, on voit bien que le dispositif tel qu'il était posé a posé un certain nombre de questions et qu'un certain nombre de biens, on a parlé des yachts et on a parlé d'autres biens, pouvaient échapper. Et donc, on a été obligé de mettre en place un mécanisme de surtaxation sur ces biens-là. Et donc, le dispositif que nous proposons est un dispositif, nous semble-t-il, plus complet, qui permet de maintenir dans l'ISF ou de ce qui s'appellera autrement, mais de maintenir dans cet impôt sur la fortune un certain nombre de biens comme ceux que je viens de nommer, et en même temps de permettre à ceux qui veulent investir dans l'économie, au travers d'actions par exemple, de pouvoir le faire. Donc c'est un dispositif qui, dans ses attendus, correspond à ce que nous voulons tous au sein de la majorité. Et par ailleurs, il nous semble que le dispositif qu'on propose est plus simple, parce qu'il permet de répondre à l'exigence de faire en sorte que reste imposé un certain nombre de biens qui ne doivent pas sortir de l'ISF. Globalement, la stratégie du gouvernement concernant le budget va faire des gagnants et des perdants. Du côté des gagnants, il y aura les salariés du privé. Les fonctionnaires, eux, s'estiment laissés pour compte. Et puis, il y aura des perdants, notamment du côté des retraités. Est-ce que vous estimez que des ajustements sont encore nécessaires sur ce budget ? Je crois que le gouvernement dialogue avec les fonctionnaires pour qu'ils ne soient pas perdants. Et je pense qu'il y aura des mesures qui iront dans ce sens-là. Pour ce qui est des retraités, il y a quand même un certain nombre de gagnants dès la première année, puisqu'il y a les premières mesures d'application de la taxe d'habitation. Il y a une partie des retraités qui, la première année, effectivement, ne seront pas gagnants. Donc ça, on regardera dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale si on ne peut pas faire des ajustements. Mais globalement, il y a quand même plusieurs milliards de pouvoir d'achat qui sont redonnés aux Français. Donc il y a des gagnants et puis il y a des efforts budgétaires qui sont faits. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que votre groupe votera ce budget, votre groupe qui fait partie de la majorité, même si vos propositions ne sont pas retenues ? On fait un travail de parlementaire normal, on fait des propositions, le gouvernement les retient. Certaines ont été retenues déjà par la commission des finances, sur le crédit impôt, sur les habitations pour les isolations, pour reporter un peu le délai, sur un certain nombre d'autres amendements. Et puis après, évidemment, on votera le budget, puisque dans ces attendus, il correspond à ce que nous demandions. Et donc, il n'y a pas de raison de ne pas le voter. Simplement, on fait notre travail de parlementaire et on essaie d'améliorer ou de corriger ce qui ne va pas dans le texte. Question subsidiaire, dimanche, lors de son interview télévisée, le président a annoncé le lancement d'un nouveau chantier sur la participation. C'est une bonne solution pour rééquilibrer la politique du gouvernement ? Moi, je pense que on revient à ce qu'a été une politique du général de Gaulle, et je pense que c'est une façon aussi à la fois de redonner du pouvoir d'achat aux Français, c'est une autre façon de rémunérer les Français, et par ailleurs, c'est un lien nouveau qu'on crée avec les entreprises. Donc l'idée de la participation va dans le bon sens. Merci. Marc Fesneau, président du groupe Modem ici à l'Assemblée nationale. Merci à vous, Ludovic Faux. Et cette fois, nous retrouvons donc Valérie Brochard pour cette journée de lutte contre la pauvreté et Emmanuel Macron qui a lancé cette grande consultation. Valérie, vous êtes en compagnie de Gisèle Biémouré, députée Nouvelle Gauche du Gers, qui va interpeller le gouvernement. Absolument, Marion. Bonjour Gisèle Biémouré. Vous allez poser une question aujourd'hui au gouvernement, notamment en ce jour de lutte contre, pour lutter le refus de la misère. Et puis Emmanuel Macron qui lutte contre la pauvreté des enfants ce jour, qui lance une réflexion. Pourtant, pas d'annonce ni d'enveloppe budgétaire à prévoir. Est-ce que c'est ce qui vous pousse aujourd'hui à poser une question au gouvernement ? Ce qui me pousse à poser une question, c'est parce que, comme vous le disiez, nous sommes aujourd'hui le 17 octobre, journée de lutte contre la misère. Ensuite, le groupe Nouvelle Gauche auquel j'appartiens, et puis je suis élue, c'est mon 3e mandat, j'ai toujours été en charge des problèmes de précarité, de pauvreté, d'exclusion. Donc ce sont des sujets qui m'intéressent. Et notre groupe doit défendre aussi ce que nous avons fait de 2012 à 2017, en particulier avec le plan pauvreté qui avait été mis en place et qui était un plan global et transversal qui permettait de prendre en compte tous les problèmes liés à la pauvreté, du logement, à l'accès à l'alimentation et aux soins. Là, bien sûr que les annonces du président de la République, sont intéressantes puisqu'effectivement il y a beaucoup d'enfants qui vivent dans des familles pauvres. Mais je pense que vouloir s'attaquer à la pauvreté des enfants, en priorité il faut s'attaquer à la pauvreté des familles. Et les signaux qui sont donnés actuellement par le gouvernement, moi je ne les trouve pas très favorables. Je ne vais pas reprendre les APL, reprendre tout ce qui est que tout le monde connaît, avec la baisse
de l'impôt sur la fortune. Ce sont des signaux qui sont très négatifs. Moi, je pense que la société doit prendre en charge l'intégralité de la pauvreté. C'est-à-dire que là, on augmente les minima sociaux pour les personnes handicapées, pour les personnes âgées, et on laisse sur le bord de la route les bénéficiaires du RSA. Très bien, on écoutera ensemble la réponse du gouvernement tout à l'heure. Merci beaucoup, Madame Biémouret. Merci à vous, Valérie Brochard. Sandra Motin, vous venez d'entendre l'interpellation de cette députée. Le gouvernement baisse les APL, n'augmente pas le RSA, et pourtant le président veut lutter contre la pauvreté. N'y a-t-il pas une contradiction ? Il n'y en a pas. C'est simplement que nous avons décidé de prendre les choses de manière plus globale. Comme l'a expliqué Emmanuel Macron, la première chose contre laquelle il faut que nous luttions, c'est la répétition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'un enfant qui vit dans une famille pauvre a toutes les chances de reproduire des schémas et de se retrouver de nouveau lui-même confronté à la pauvreté et à la précarité. Pourquoi ? Tout simplement parce que déjà, quand un enfant vit dans un appartement dans lequel il ne peut pas faire correctement ses devoirs, quand il ne peut pas correctement étudier ou quand il est dans des classes dans lesquels on ne prend pas en compte sa spécificité, forcément, il ne réussit pas à l'école, qui est quand même aujourd'hui le vecteur de réussite, en tout cas pour lutter contre la pauvreté. Donc, insister sur le logement d'urgence, c'est ce que nous allons faire. Et en le finançant cette fois, parce que je veux bien, ma collègue Nouvelle Gauche avait mis en place avec le précédent gouvernement un plan sur la pauvreté, sauf que celui-ci n'était pas financé. Preuve en est qu'il a fallu que nous refinancions justement le logement d'urgence. Justement, les APL... Les APL, c'était aussi leur... Vous lancez un appel au logement, aux locataires, au logement social pour prendre en charge cette différence. Pourront-ils continuer à construire, accueillir des publics défavorisés s'ils voient Ils le pourront parce que nous allons avoir une politique globale sur le logement et que ce que nous leur proposons, c'est une réforme de fond, structurelle, qui ne fait pas effectivement augmenter l'offre en même temps que la demande. Donc oui, ils le pourront. Pour continuer sur cette lutte contre la pauvreté, nous allons quand même augmenter des minima sociaux. Ma collègue de Nouvelle Gauche l'a redit, c'est-à-dire l'allocation adulte handicapé, le minimum vieillesse, mais ce n'est pas que ça. Nous allons aussi augmenter de manière très significative la prime d'activité, notamment pour les familles monoparentales. Et ça s'adresse en priorité aux femmes qui se retrouvent seules avec des enfants. Et c'est aussi un moyen, parce qu'on sait que ce sont elles les plus touchées par la pauvreté, d'aider les familles et les enfants. Pour les enfants, le dispositif de dédoublement des classes que nous avons démarré dès cette rentrée dans les REP+, qui s'adresse aussi aux enfants dans les quartiers les plus pauvres, c'est un début. Nous allons continuer l'année prochaine avec les classes de CP, de CE1 en REP et en REP+. Alors justement, Philippe Vigier, comment favoriser aujourd'hui l'égalité des chances, sortir des enfants de la pauvreté et de la reproduction de ce modèle social ? Je dirais sortir de la pauvreté, pas simplement les enfants. Il y a 9 millions de pauvres dans ce pays, dont 3 millions d'enfants. Donc il y a un mot que je veux bien emprunter à ma collègue, c'est le mot global. Mais derrière le mot global, il y a quoi ? La pauvreté, c'est quoi ? C'est des gens qui ont perdu leur travail. C'est des gens qui n'ont pas de logement, quelquefois. Et après, c'est la spirale, les familles qui éclatent, des enfants laissés pour compte. Donc le premier cancer du pays, c'est le chômage de masse. Et s'il y a un certain nombre de choses dans le budget qui vont dans le bon sens pour diminuer le coût du travail, d'autres ne vont pas dans le bon sens, notamment sur la consommation. Et vous verrez que les classes moyennes supérieures, je dis bien les classes moyennes supérieures, perdront du pouvoir d'achat. Je prends rendez-vous à l'année prochaine. La deuxième chose, l'affaire du logement. Le gouvernement socialiste, Jean-Marc Ayrault, Premier ministre, avait expliqué le logement, première priorité. On devait faire 500 000 logements. On est descendu à 270 000. On est remonté en fin de quinquennat. On en manque considérablement. La première des dignités, c'est d'avoir un logement. La première. Et là, pardonnez-moi, là vous faites une erreur terrible sur votre politique du logement. Si vous voulez, je ferai passer une petite note sur un petit office HLM que j'ai à Châteaudun. Très précis. 2000 allocataires et des gens qui ont besoin d'appartements. Et avec la politique qui va être mise en place, malheureusement de baisse des loyers, qui soi-disant pourrait être intéressante, c'est les ressources propres. Et c'est comment demain avoir des logements plus grands, faire en sorte que des enfants ne soient pas à 3 dans la même chambre. Et nous un élément sur lequel je suis d'accord, c'est le dédoublement des classes, qui est une bonne chose. Jean-Michel Blanquer là-dessus fait du bon travail. Mais pour autant, sur la pauvreté, il y a une chose. Et nous écouterons donc la réponse du gouvernement. Philippe Vigier dans l'hémicycle dans quelques instants.